soirée sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 15 décembre. L'année 2007 aura été celle du constat alarmant sur le réchauffement climatique et pourtant, à Bali hier, la conférence de l'ONU a frôlé l'incident, faute d'accord, mais finalement, une feuille de route a été fixée. À quoi correspond-elle? Les premières réponses dans un instant avec l'explorateur Jean-Louis Etienne. Le coup de froid sur la France et le retour des enfants de Don Quichotte auprès des sans-abri. Le bras de fer est à nouveau engagé avec la ministre du Logement, Christine Boutin. Première passe d'armes de l'hiver et première action aujourd'hui à Paris, près de Notre-Dame. Nous suivrons également le premier voyage post-présidentiel à l'étranger de Jacques Chirac. L'ancien président de la République a choisi le continent africain. Objectif pour lui, la création d'une fondation. Reportage au Mali. Les fabricants de portables ont une nouvelle cible, les enfants de 6 à 11 ans. 71% de leurs aînés de 12 à 14 ans sont déjà aujourd'hui équipés. Alors, un portable pour son enfant et à partir de quel âge? C'est la question consommation de ce samedi. Et puis à la fin de ce journal, Florent Pagny nous parlera de sa passion pour le grand Jacques. Hommage à Jacques Brel, émission exceptionnelle ce soir sur France 2. Florent Pagny sera avec nous, il nous dira pourquoi il s'est lancé dans un tel défi. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce soir et on commence ce journal par une image, celle des larmes de Ivo Debord. Il est l'homme qui coordonnait pour l'ONU les négociations sur le climat à Bali, négociations qui devaient répondre à l'urgence pour la planète. Et après des heures et des heures de discussion, le risque d'un échec était là et il a craqué nerveusement. C'est en fait le symbole de la tension qui a entouré ce grand sommet qui a rassemblé 190 nations. Finalement, les États-Unis qui bloquaient la conclusion d'un accord ont fait un geste, une feuille de route. Vous allez le voir, obtenu après bien des péripéties. Chantal Kimerlin. La dernière nuit balinaise fut un marathon douloureux. Suspension de séance plusieurs fois dans la nuit. Dispersion dans les couloirs, négociations en coulisses, la tension fut constante. Jusqu'aux larmes, Ivo Debord, patron de la Convention climat de l'ONU, craque en tribune. Après 2 nuits blanches, il est épuisé d'avoir exhorté les 190 participants à se mettre d'accord. Je suis accablé de voir que chacun négocie dans son coin. Il quitte la séance acclamé. Puis nouvelle passe d'armes. Cette fois, c'est le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui accuse les États-Unis de freiner l'accord en s'opposant à tout objectif chiffré. Si vous ne voulez pas montrer l'exemple, quittez les négociations. Agressés, les États-Unis font volte-face, énième coup de théâtre, ils reviennent et se rallient enfin à la feuille de route. Nous allons avancer et nous rallier au consensus dès maintenant. Ovation pour le ralliement des États-Unis. Au petit matin, les événements prennent enfin un tour positif. Les États membres se sont mis d'accord sur un système d'aide aux pays qui luttent contre la déforestation. Et un calendrier est établi, aboutir en 2009 à Copenhague à un nouveau traité sur les réductions de gaz à effet de serre. Voilà pour le scénario des discussions, mais concrètement, à quoi ressemble cette feuille de route sur le climat? Il y a comme souvent 2 façons de voir les choses. Le point de vue négatif, cette feuille de route est insuffisante compte tenu de l'urgence. Le point de vue positif, finalement, tout le monde semble désormais d'accord d'agir dans le même sens. Le point sur l'urgence avec Nicolas Châteauneuf et Delphine Parek-Miller. C'est un monde en sursis, un univers de glace qui s'écroule sous nos yeux. Comme au Groenland, qui fond 10% plus vite depuis 2 ans. Comme la banquise au pôle Nord, dont la surface n'a jamais été aussi faible l'été dernier. Un avant-goût des bouleversements que font peser sur le climat nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis l'ère industrielle, elles ont explosé. Et depuis les années 50, elles augmentent de plus en plus vite. Les scientifiques ont prévenu, selon leurs calculs, la température mondiale augmentera quoi qu'il arrive d'ici la fin du siècle. De 1,8 ou de 4 degrés, tout dépend de nos comportements. Il va falloir maintenir l'augmentation globale des températures moyennes en deçà de 2 degrés. Au-delà de ça, on va entraîner des bouleversements des écosystèmes auxquels on ne pourra pas faire face. Pour cela, il faut qu'on réduise de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et pour y arriver, pas de miracle. Il faudra changer nos habitudes dans les 20 prochaines années. Quelques degrés supplémentaires, cela paraît peu. Pourtant, c'est suffisant pour renforcer la hausse du niveau des océans et chasser des côtes des millions de personnes.
Assez aussi pour engendrer plus d'inondations, mais aussi plus de sécheresse et de canicules. Assez pour avoir des cyclones de plus en plus intenses et destructeurs. Assez enfin pour altérer de manière irréversible les chances de survie de milliers d'espèces animales et végétales. Quelques petits degrés de plus qui peuvent finalement rendre infernale la vie des hommes. Avec nous pour tirer les leçons de ce sommet, l'explorateur Jean-Louis Etienne qui prépare un voyage en mars prochain à bord d'un dirigeable au-dessus de l'Arctique afin de mesurer l'épaisseur de la banquise. Bonsoir Jean-Louis Etienne. Tout d'abord, est-ce qu'il faut être déçu des résultats de ce sommet de l'ONU ? Ben oui, c'est décevant, on perd du temps. Et ce qui vient de me choquer dans les images que vous avez montrées, regardez comme les gens sont exténués. Il faut remercier toutes ces délégations qui travaillent à fond. Et regardez l'ovation qui est réservée à l'Amérique, qui s'oppose, c'est quand même paradoxal. On souligne le petit effort qu'a fait l'Amérique. Donc il y a un pas en avant, mais c'est insuffisant. Il y a urgence à agir, c'est une évidence. Cela veut dire qu'on perd encore 2 ans en fixant l'objectif à Copenhague en 2009 ? Oui, on perd 2 ans. Et quand on voit les signaux d'alarme, si vous voulez, vous avez montré des images qui sont frappantes de la réduction de la banquise au pôle Nord. Enfin, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un signal d'alarme, bien sûr, mais en même temps, il faut dire à tout ce qui arrive, à toutes ces générations qui sont là dans l'action, que ces nouvelles ressources énergétiques auxquelles nous devons faire appel représentent un avenir considérable, technologique, qui permettra de trouver des solutions. Il y a de l'enthousiasme à mettre là-dedans. On est au pied d'une renaissance, mais il faut la mettre en œuvre tout de suite. On s'est rendu compte que les États-Unis ont une nouvelle fois été pressés par la communauté internationale, mais finalement, ils n'ont pas cédé. Il n'y a pas de chiffres concrets de réduction des gaz à effet de serre. C'est un pays dur, vous savez, toujours quand on a essayé d'impliquer les États-Unis dans des projets globaux, je me souviens de la protection de l'Antarctique, ils ne voulaient pas signer. Al Gore, qui aujourd'hui est à l'honneur, n'a pas voulu signer le protocole de Kyoto quand il était en situation de le faire, donc il a heureusement changé d'avis. Mais les Américains considèrent que le monde leur appartient et on a toujours du mal à les amener sur des projets qui sont globaux. Disons que Bush est au bout de son règne, entre guillemets, espérons que la nouvelle vague qui arrive prend des mesures concrètes rapides. On suivra en tout cas votre travail sur la banquise. Le départ est prévu pour le printemps, je crois ? Oui, nous allons partir au printemps et traverser l'ensemble de l'océan Arctique avec l'engin que vous avez derrière pour mesurer l'épaisseur de la banquise. Nous ramènerons une valeur de référence qui, dans le futur, permettra de suivre l'évolution du climat, sur l'impact du climat sur l'Arctique. Merci Jean-Louis Etienne, merci beaucoup. Le premier coup de froid sur la France ce week-end correspond également au premier bras de fer entre associations de sans-abri et la ministre du Logement. Hier, Christine Boutin avait affirmé que les objectifs en termes d'hébergement avaient été atteints. Une déclaration qui a provoqué aujourd'hui la colère notamment des enfants de Don Quichotte. Ils avaient choisi l'action ce matin. Tout cela s'est déroulé aux abords de Notre-Dame à Paris, mais les forces de l'ordre sont intervenues. Résumé de la journée avec Laetitia Legendre et Marie Cazot. Il n'aura fallu que quelques minutes aux enfants de Don Quichotte pour installer 250 tentes le long de la Seine, près de Notre-Dame de Paris. Une opération coup de poing afin de relancer la mobilisation en faveur des SDF et dénoncer aussi les promesses qu'ils n'estiment qu'à moitié tenues. Il n'y a pas de fatalité. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Si on veut sortir les gars de la rue, on les sort. Au Danemark, en Hollande, en Angleterre, c'est ce qu'ils ont fait, ça fonctionne. Il faut évidemment une enveloppe. Il est important qu'aujourd'hui, on obtienne ce qui a été décidé par la loi l'an dernier. Et aujourd'hui, le compte n'est pas bon, autant sur les hébergements que sur le logement. Mais très rapidement, le ton monte. Christine Boutin hier avait prévenu, tout nouveau campement serait évacué. Sur les quais, les forces de l'ordre interviennent, confisquent peu à peu les tentes. Du côté des Don Quichotte, c'est la consternation. Kadhafi a mis sa tente sur les Champs-Élysées. Je sais pas, les SDF ne peuvent pas mettre leur tente en face de Notre-Dame. C'est un problème ça, non? Je sais pas. En moins d'une heure, le campement est évacué. Les Don Quichotte se retrouvent alors sur le parvis de Notre-Dame. Il y a un an, leur mobilisation avait débouché sur la reconnaissance du droit au logement opposable. À 15 jours de son entrée en vigueur, ils craignent que ce droit ne reste lettre morte. Il faut que ce soit applicable, et pour que ce soit applicable, il faut faire une politique du logement. Un droit n'a jamais construit des logements. Ce soir, les associations comme le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre se mobilisent aussi à leur côté.
Les Don Quichotte ont déjà annoncé qu'ils passeraient une partie de la nuit sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Et les températures vont une nouvelle fois être froides un peu partout en France cette nuit. Regardons la carte. -1 degré à Bordeaux, -4 à Nantes, -4 à Lille, -3 en Alsace et à Paris, -1 à Ajaccio. Et puis je vous rappelle que le numéro 115 est toujours le numéro à composer pour les personnes en difficulté. Revenons maintenant sur l'enquête sur la troublante affaire du colis piégé à Paris dans un cabinet d'avocats. Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques de la secrétaire qui a trouvé la mort dans l'explosion. Une explosion et des questions auxquelles les enquêteurs tentent toujours de répondre. Alors, où en est-on? Le point avec Arnaud Boutet et Fanny Stanler. Jacqueline Benbouali avait 74 ans et travaillait comme assistante juridique au cabinet d'avocats. Sa famille et ses collaborateurs parisiens lui rendent un dernier hommage. Le silence, l'interrogation. Pourquoi? Car 10 jours après l'attentat, l'origine du colis piégé reste une énigme. Le 6 décembre à la mi-journée, maître Olivier Brane découvre devant la porte de son cabinet 3 sacs. Le premier, de couleur argentée, est destiné au personnel du cabinet. Il contient des chocolats et un message sibyllin écrit à la main, en remerciement d'une affaire complexe. Le deuxième sac doré est pour maître Catherine Gouët-Janselme qui travaille au même endroit. C'est une bouteille de champagne, Olivier Brane ne la touche pas. Le troisième lui est adressé, un sac noir, une boîte. En l'ouvrant, une bombe explose. Elle tue Madame Benbouali et blesse grièvement Olivier Brane. Je suis en train de perdre un œil et puis j'ai une main très abîmée. Alors vous savez, c'est très dur, très dur. Qui pouvait vous en vouloir, maître Brane? Personne, monsieur, personne. La première piste, celle d'un homme qui dans le passé harcelait Catherine Gouët-Janselme, est vite abandonnée. Alors qui? Pour les collaborateurs, c'est un mystère. On a vraiment cherché dans tous les coins de notre mémoire et on ne trouve pas pour l'instant. On tourne en rond. Chez les Brane, le droit de l'immobilier se pratique de père en fils avec le souci de la réputation, comme l'atteste ce film. 60 ans, ce qui est un gage de sérieux et de compétence. Mardi, les enquêteurs ont épluché les dossiers professionnels à la recherche d'un mobile. Ils ont entendu certains clients de maître Brane, non comme suspects, mais pour évoquer leur litige, souvent complexe. La police recherche toujours le coursier qui a déposé les sacs, une jeune femme brune, toujours introuvable. Dans le reste de l'actualité, le Kadhafi Tour européen du président libyen se poursuit. Il est arrivé en Espagne où il sera reçu la semaine prochaine par le chef du gouvernement. Et le roi Juan Carlos, Muammar Kadhafi, a donc achevé son voyage en France. Outre les contrats économiques, il en restera une polémique à répétition, mais également quelques images. Jérôme Bermin, Maricro. Muammar Kadhafi est parti presque en catimini. Personne du gouvernement pour le saluer. Quelques secondes après son décollage, le drapeau libyen a été plié. Pour Nicolas Sarkozy, c'est la fin d'une semaine difficile. On est loin des honneurs de la République lundi. Les ennuis du président ont pourtant déjà commencé au sein même de son gouvernement. Déclaration fracassante de Ramayad le matin. Absence de Bernard Kouchner le soir. Il est à Bruxelles. La gauche est très critique. La droite, souvent embarrassée. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Et puis, on signe de gros contrats. 10 milliards d'euros, dit le président. Pas si sûr. Les contrats Airbus avaient déjà été conclus par l'ancien gouvernement. Les contrats d'armement ne le sont pas vraiment, juste une option d'achat. De 10 milliards, on passe à 3 pour une centrale nucléaire. Mais le plus dur reste à venir. Réception à l'hôtel de l'AC, pas à l'Assemblée. Le guide libyen s'en plaint. Sur 80 députés UMP invités, seuls 25 sont présents. Et les députés socialistes, eux, quittent l'hémicycle pour protester. Le colonel multiplie les provocations. Dans sa tente qui semble défier les palais de la République, il nie avoir parlé droits de l'homme à l'Élysée. Tout d'abord, nous n'avons pas évoqué, moi et le président Sarkozy, ces sujets. À l'UNESCO, il passe la vitesse supérieure. Maintenant, c'est lui qui donne des leçons. Avant de parler des droits de l'homme, il faut vérifier que les immigrés en bénéficient chez vous de ces droits. Le président Kadhafi est agacé. Ses ministres règlent ses comptes, avec Bernard Kouchner notamment.
De toute façon, son absence n'a pas eu d'effet, n'a pas eu d'impact sur la visite. Et s'il ne veut pas nous voir, nous aussi, on ne désire pas le voir. Mais le touriste Kadhafi, lui, s'en donne à cœur joie. Bateau-mouche, Tour Eiffel, 30 minutes au Louvre, dont 3 devant Mona Lisa. 1 heure à Versailles, en tenue d'aviateur et chapka. Ces Amazones ont pu rêver. Même une chasse privée à Rambouillet. À chaque changement de programme, une sécurité sur les dents. Le colonel est ce soir en Espagne, où il n'y a pas de polémique, pour l'instant. Jacques Chirac vient de passer 4 jours en Afrique. L'ancien président de la République, pour ce premier grand déplacement post-présidentiel, était en Mauritanie, au Sénégal et enfin au Mali. Alors à quoi ressemble la nouvelle vie de Jacques Chirac? L'objectif premier reste le lancement à venir de sa fondation. Reportage sur place de Véronique Saint-Olive et Sylvain Daubat. Un avion prêté par son ami François Pinault et un accueil quasi officiel par le président du Mali. 6 mois après avoir quitté l'Élysée, Jacques Chirac se lance un nouveau défi. Mettre toute son expérience au service de l'aide au développement. L'Afrique pour lui, c'est une histoire de confiance et d'amour partagé. Même s'il n'est pas président aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va l'abandonner, quoi. Dans cet homme, il y a quelque chose, il y a le cœur, il y a l'humanisme. Et ça ne s'efface pas. Le pas est plus lent, mais les gestes n'ont pas changé. Jacques Chirac vient ici parler de sa fondation, étape devant le fleuve et un projet d'adduction d'eau. Ma fondation a des objectifs clairs qui sont de faciliter l'accès aux médicaments, d'accès à l'eau et de maintien de la culture et en particulier des langues et des langues traditionnelles qui ont tendance à disparaître. Et justement, Jacques Chirac, fervent admirateur des arts premiers, fait un détour au musée de Bamako. Et là, il ne cache pas son admiration devant cette représentation d'un organe masculin spectaculaire. On voit que les hommes ici ont de l'ambition. 1 heure de vol plus loin, au pays d'Ogon, berceau de la culture du Mali, des masques et des rites, Jacques Chirac est reçu comme le grand Ogon, le sage, l'ancien respecté. Un sage qui définit son rôle. J'ai pensé qu'il fallait une impulsion supplémentaire, compte tenu de la situation que nous connaissons en Afrique, et des liens essentiels qui doivent se développer entre l'Afrique et les autres continents. Jacques Chirac se dit optimiste sur le financement de sa fondation. Il jure aussi qu'il vit sa nouvelle vie tranquillement. Il n'a pas un mot sur son successeur. Loin de la politique au quotidien, Jacques Chirac espère que son expérience permettra de faire avancer l'aide au développement. C'est aujourd'hui pour lui le sujet absolument prioritaire. Un mot du baromètre politique du journal du dimanche. La cote de popularité du président de la République est en baisse de 3 points depuis le mois dernier, à 52% d'opinion favorable. Même recul pour le Premier ministre François Fillon, qui passe pour la première fois sous la barre des 50% d'opinion favorable. Sondage IFOP à paraître demain. Social avec plusieurs mouvements de grève dans les transports en province, cette fois au Havre, mais également à Dieppe, comme ici également à Rouen, où très peu de bus et de métro ont circulé aujourd'hui. Grève également à Bordeaux, où aucun bus et aucun tramway n'ont circulé. Les salariés réclament une augmentation des salaires. Le tramway qui est un succès dans la capitale, notamment depuis la mise en service il y a 1 an de sa dernière ligne qui dessert le sud de Paris. Il transporte en moyenne 100 000 voyageurs par jour. Un succès qui a tendance à s'exporter à l'étranger. Julien Beaumont, Frédéric Delarue. Un tramway nommé Succès. 1 an après sa mise en service, la ligne parisienne bat tous les records. 100 000 voyageurs en moyenne en semaine, c'est 20% de plus que prévu. 4 fois moins bruyant qu'une voiture, plus économe et plus rapide qu'un bus, et ce sans pollution. Le tramway nouvelle génération plaît dans toute la France. Une vingtaine de villes se sont d'ailleurs équipées. Résultat, les délais de livraison s'allongent. Ici à La Rochelle, comme dans les autres usines d'Alstom, les chaînes ont du mal à suivre la demande. 2 ans d'attente en moyenne. Pour nous, c'est un succès fantastique. On a commencé en l'an 2000 et puis on en est à peu près à 1100 véhicules de ce type-là qui ont été commandés. Vous attendiez à ce succès-là? À vrai dire non, un succès oui, mais un succès pareil non. À chaque ville son tram. Nice, Lyon ou comme ici Mulhouse, aucun ne se ressemble et pourtant beaucoup viennent du même constructeur. Personnaliser les tramways, c'est le travail de ce cabinet de design. Le but, adapter la structure pour que chaque ville se retrouve dans son transport en commun. Ici, nous sommes à Istanbul.
Nous sommes à Istanbul car nous avons donc placé une tulipe sur la face avant du tramway, avec un fort découpage donc de couleurs. Ici nous sommes à Angers. Et à Angers, nous avons exprimé le passé extrêmement riche de la ville par un pare-brise en forme de blason. Ici nous sommes à Reims. Et à Reims, nous avons enveloppé le tramway d'une feuille de couleur. Et en plus, nous avons l'analogie avec la flûte de champagne. Des tramways très demandés à l'international, notamment au Maghreb, comme à Tunis. Donné pour une durée de vie de 30 ans, le tramway est l'un des secteurs les plus prometteurs du marché ferroviaire. 60 villes à travers le monde devraient prochainement s'équiper. L'interdiction de fumer dans les lieux publics entrera en vigueur, on le sait, le 1er janvier prochain. Mais dans certains villages où le bar-tabac est souvent l'unique lieu de vie, on préfère risquer une amende plutôt que de perdre ses clients. Une question de survie économique en quelque sorte. Exemple, à Villefranche, près de Bayonne, Francis Mazoyer, Bernard Bonarme. Dans ce petit village du Pays Basque, un patron de bar-tabac est déjà en résistance. Il refuse d'appliquer l'interdiction de fumer au 1er janvier. Non fumeurs, attention danger, vous allez pénétrer à vos risques et périls dans un lieu pollué par la cigarette. Il s'expose à une amende de 135 €, voire à des poursuites judiciaires. Il en faut plus pour le décourager. Au seul café du village, la plupart des clients sont fumeurs, c'est donc une question de survie. Moi c'est mon beefsteak la cigarette. Si je vends un produit où c'est que j'ai 4% de commission nette, et qui passe à côté, que je lui dis mais ton produit qui m'a fait gagner de l'argent, tu ne le consommes pas chez moi, mais je sais pas, c'est l'absurdité pure et simple. Pour quelques volutes de fumée, les habitués risquent quant à eux 68 € d'amende. Mais ils soutiennent la rébellion du patron. C'est le seul bar du village, les gens se retrouvent là, ça parle de rugby, de tout. Donc je pense que si on n'avait plus le droit de fumer, beaucoup de gens ne viendraient plus. J'ai jamais fumé, je fumerai pas non plus, mais ça me dérange absolument pas d'être à côté des gens qui fument. Qui va faire respecter la loi? Les gendarmes ou les inspecteurs du travail? Certainement pas le maire. Le café appartient à son fils, il est un peu gêné aux entournures. Surtout, il veut préserver les principaux lieux de vie du village. C'est l'église, c'est la poste et c'est le café. C'est trois endroits où l'on se réunit, où les gens discutent, ils discutent le coup. Quelquefois, ils vendent la vache ou le cochon au voisin. Si le bar doit fermer, c'est une catastrophe. Chez moi, le 1er janvier, vous pourrez fumer. C'est tout. Le patron du bar persiste et signe. Il est loin d'avoir dit son dernier mot. Bon, pas le 1er parce que je suis fermé le 1er, le 2. Une question ce soir, à partir de quel âge un enfant doit-il avoir un téléphone portable? Voici en tout cas un élément de réponse. Sachez que selon une enquête, 71% des 12-14 ans sont déjà équipés. Un marché presque saturé qui incite, vous allez le voir, les fabricants à s'attaquer à une nouvelle cible encore plus jeune, les 6-10 ans. C'est l'enquête qu'on saute ce samedi. Reportage Marie-Pierre Cassignard et Damien Louvet. Je viens juste de sortir de l'école, je suis un peu en retard. Adélaïde a 10 ans et depuis la rentrée dernière, un téléphone portable en poche. Un achat décidé par ses parents en septembre dernier pour se rassurer. Bah alors, t'en as mis du temps. Moi, ça me permet de savoir où elles sont tout le temps. Quelquefois, j'appelle la grande, je lui dis bah tiens, est-ce que tu peux pas prendre le pain? Est-ce que tu peux aller chercher ta sœur si j'arrive pas à sortir à l'heure du bureau? Tous les parents. Pour Adélaïde, c'est l'occasion de faire déjà comme les grands. J'envoie des SMS et j'appelle mes parents. Adélaïde est l'une des seules de sa classe de CM2 à posséder un téléphone. Alors que dans la classe de sa sœur, en 6e, pratiquement tous les élèves ont un mobile. Page 70. Aujourd'hui, 71% des 12-14 ans sont équipés d'un téléphone portable, 94% des 15-17 ans. Un marché pratiquement saturé, alors les industriels recherchent une clientèle plus jeune encore. Leur dernière trouvaille, ce téléphone pour enfants à partir de 6 ans. 7 touches seulement, avec un appel direct vers papa ou maman. À quelques jours de son lancement en France, certaines associations mettent en garde les parents. Sachant que le cerveau des enfants absorbe 60% de plus de rayonnement électromagnétique que le cerveau des adultes. Donc, que va-t-il se passer? Que vont devenir ces enfants au bout de 10 ans, 12 ans d'utilisation? Quels vont être les taux d'incidence sur l'apparition des cancers, du cerveau notamment? C'est là toute notre inquiétude. Des préoccupations qui inquiètent peu le distributeur parisien de ce téléphone. Notre pays pilote chez Imaginable, c'est toujours l'Espagne. Et là, il est en train de très bien marcher.
Il a déclenché une polémique aussi par rapport aux associations, etc. Mais en gros, ça marche très bien. Jusqu'à maintenant, ce genre de téléphone n'était disponible que sur Internet. Reste maintenant à savoir si les parents se laisseront convaincre. Direction maintenant le bassin d'Arcachon qui est en pleine effervescence à l'approche des fêtes. Pour les ostréiculteurs, le compte à rebours a commencé. 7000 tonnes d'huîtres seront vendues dans les 15 jours. Mais leur inquiétude du moment, c'est également le vol. Reportage David Bazier, Philippe Dumail. Départ en ligne pour la dégustation géante qui ouvre les fêtes de Noël à Arcachon 2008, consommée en 2 minutes. On ne fait pas Noël sans huîtres, monsieur. Non, 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 ça ne se fait pas. Hein. Une cadence infernale que les ostréiculteurs doivent tenir pour fournir le marché français. Globalement, c'est 60% du volume de l'année qui est traité en 15 jours. Quoi. Avant les fêtes, 7000 tonnes d'huîtres doivent être préparées. Tous les jours, un travail éprouvant et répétitif. Une fois chargées sur les embarcations, les poches de coquillages commencent par rejoindre les petits ports ostréicoles. Puis, c'est le nettoyage, le triage, le calibrage avant un dernier contrôle qualité. Nous les tapons et ça sonne creux. Donc à ce moment-là, hop, on la met de côté ou à la poubelle. Ces 7000 tonnes minutieusement préparées retournent ensuite dans les eaux du bassin d'Arcachon pour s'affiner. Il faudra à nouveau aller les chercher pour les expédier. À partir de la fin de semaine et début de la semaine prochaine, on ramène toutes les huîtres triées qui sont au large pour les conditionner. Et pendant les fêtes de Noël, c'est ça. Aujourd'hui ça part et demain c'est sur la table, dans le magasin ou sur la table du consommateur. Toute cette effervescence est surveillée car chaque année, une quinzaine de tonnes est dérobée par des particuliers ou des ostréiculteurs. Il arrive que nous repérions de l'activité à caractère suspect, auquel cas elle est immédiatement transmise par moyen radio. Les vols sont peu de choses au regard de la production globale, mais les voleurs avaient un sentiment d'impunité. Ce sont des chiffres qui sont en régression constante. Nous avons récemment interpellé l'auteur de plusieurs vols, 7 au total, pour un préjudice de 500 kg. Mais malgré tous ces forfaits, le bassin d'Arcachon ne devrait pas être oublié. Là-bas sur un bateau, le Père Noël. Partons maintenant à la montagne et plus précisément dans les Alpes où il a beaucoup neigé cette semaine. Ajoutez à cela un peu de soleil et vous obtiendrez des conditions idéales pour faire du ski. Depuis ce matin, plus de 80% des stations alpines ont ouvert leurs pistes. Reportage dans le domaine des Trois-Vallées en Savoie avec Denis Sébastien et Philippe Pivet. Un petit air de Grand Nord, froid vif et ensoleillé. Les stations de ski ne pouvaient rêver meilleur décor à la veille des vacances de Noël. Et tout le monde a été servi entre 50 cm et 1 mètre de neige selon les altitudes. 11 ans que l'on n'avait pas connu cela en montagne, foi de moniteurs de ski. Des conditions extraordinaires depuis une vingtaine de jours. Là, la neige est fantastique. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette neige. Là, on va refaire un passage dans le mur pour serrer la neige parce qu'on n'en a pas fait assez. Et pareil, à la descente, le treuil va m'aider à maintenir la machine en ligne, quoi. Tasser la neige, travailler la sous-couche qui devrait tenir tout l'hiver. Du grand art, et Christophe a plaisir à le pratiquer. Saisonnier, il a repris son emploi de dameur cette semaine. Le moral est au beau fixe. En altitude, je crois qu'on doit avoir 1,50 m de neige. Puis c'est vraiment de la poudre, les températures restent fraîches. C'est les conditions idéales et pour skier et pour nous travailler. Tempête de ciel bleu au son des canons à neige. Car même si la météo a été généreuse, les stations assurent leurs arrières pour le reste de la saison. Mais aujourd'hui, rien ne valait la poudreuse, la vraie. On se régale, pas grand monde, beaucoup de pistes ouvertes, enfin tout va bien, c'est génial. C'est nickel, là on s'éclate, ça a bien posé en neige, donc vraiment, c'est vraiment cool. Ouais. Des skieurs de la région essentiellement, mais déjà aussi quelques vacanciers, notamment britanniques. Quoi qu'il en soit, même s'il reste encore de la place pour Noël, les stations espèrent bien faire le plein. On fait des très bons taux de réservation, on va être à 100% là sur les vacances, ça c'est sûr. Jusqu'à ces derniers jours, les domaines skiables étaient ouverts partiellement seulement. D'ici à la semaine prochaine, ils devraient pour la plupart être entièrement praticables. Une image étonnante aujourd'hui, celle de la neige qui est apparue sur la plage de Palavas-les-Flots dans l'Hérault. Selon les habitants, cela fait de nombreuses années qu'on n'avait pas vu dans cette station balnéaire la neige. L'actualité sport de ce début de week-end avec cette deuxième médaille d'or pour Laure Manodou, championnat d'Europe de natation, et le PSG humilié à nouveau au Parc des Princes, Aaron Tanzit et Valérie Lucas. Un siège en feu et ces quelques délicates banderoles en disent long sur le niveau des joueurs du PSG à domicile cette saison. Cet après-midi, les supporters de Paris ont encore pu admirer toutes les lacunes de leur équipe préférée qui, face à Toulouse, encaisse un premier but aux allures de cadeau de Noël, un 15 décembre.
Tête de Camara, sortie hasardeuse de Landreau, but d'Elmander, 1-0 pour Toulouse. À la reprise, le Suédois récidive, 2-0 pour des Toulousains qui n'avaient plus gagné au parc depuis 18 ans. Landreau et les Parisiens ne reviendront pas malgré la réduction du score sur pénalty de Paoletta. Défaite 2-1, le président Alain Kézak doit annoncer cette semaine d'importantes décisions pour le club. Si Paris nage en eau trouble, Laure Manodou nage elle dans le bonheur. Au championnat d'Europe petit bassin en Hongrie, la Française a remporté cet après-midi une deuxième médaille d'or. Après le 100 mètres d'eau, le 400 mètres nage libre où Manodou a surclassé ses adversaires. Et puis, autre belle performance de la journée, celle d'Alain Bernard sur 100 mètres. À la ligne d'eau numéro 5 en haut de l'écran, le Français a devancé le Suédois Nystrand, l'actuel détenteur du record du monde. Dans le petit bassin hongrois, Bernard en profite même pour améliorer son record de France. À moins de 8 mois des Jeux de Pékin, pour Manodou et Bernard, tout baigne. C'est l'un des cadeaux préférés des Français en cette période de Noël. Le film en DVD, un cadeau pas très original, mais toujours efficace. Et la tendance cette année est au coffret. Petit tour d'horizon avec Marie-Jo Jouan et José Boulestex. Kaa, le serpent du livre de la jungle, peut continuer tranquille sa danse hypnotique. Il a charmé 16 millions de spectateurs français en salle. Version restaurée, images et son, le DVD fête les 40 ans du film. Il est en tête de la liste du Père Noël. Comme Jack Sparrow, l'insolent pirate des Caraïbes, dont le 3e volet des aventures disparaît à vue d'œil dans les bacs. Le DVD en général se porte bien, pas de baisse par rapport à l'année dernière. On n'a pas de décrochage, on va dire, sur la vidéo. Donc on ne peut pas dire que l'effet copie piratage ait un impact grandissant sur la période de fin d'année. Pour les petits bijoux du classique, Guitry ou Douglas Sirk, le maître du mélodrame hollywoodien dans les années 50. J'ai deviné. Vous avez tant changé. Mademoiselle Cruz, vous n'avez pas honte? Vous recevez un homme dans votre chambre? C'est beau. Pour les nostalgiques, inédits et transgénération, Barry Lyndon. L'un des 12 DVD du coffret Stanley Kubrick, gonflé de 10 heures d'entretien avec le cinéaste culte et l'appréciation de la comtesse de Lyndon. Il n'y a pas un jour qui passe sans que quelqu'un me parle de ce film. C'est comme s'il y avait eu une chose qui s'était arrêtée dans le temps, intemporelle, comme ça un peu magique, envoûtant, et qui hante quelque part. Même la musique est très... ça hante l'âme. Moi, je prendrais la môme d'Edith Piaf. Et nous aussi, on l'a choisi, l'icône française qui a bouleversé 5 millions de spectateurs français. Vous voyez, en meneuse de revue, où est ma plume? Où est ma plume dans le cul? Tiens, voilà. Pour cinéphiles et gros budget, le tour du monde en 50 films. Du Kid de Chaplin à Lady Chatterley, de 1912 à 2006, une véritable mémoire du cinéma. Moi j'ai choisi Mel Brooks. Mel Brooks, un bon choix pour rire en famille et pourquoi pas nos éternels amuseurs. Vraiment cessez de déconner, hein, bien sûr. Oh mes chéris, quelle joie de vous retrouver. Je nage dans le bonheur. En tout cas tu nages pas dans ton t-shirt. Des films avec des histoires d'animaux. Avec une bébête attachante. Alien, l'intégrale dans la tête du monstre. Car cette année, la tendance est au coffret souvenir avec figurines ou autres gadgets. Une petite sélection sur les 23 000 titres disponibles, dont beaucoup aujourd'hui, c'est aussi la tendance, sortent en haute définition. Musique avec ce soir une soirée spéciale consacrée à Jacques Brel. Et c'est l'un de ses fans qui va commenter les grandes étapes de sa vie, Florent Pagny. Et même aller plus loin, il a pris le risque de revisiter une partie du répertoire de l'un des mythes de la chanson française. Il nous en parle dans un instant. Mais avant cela, Olivier Lenuzza et Dominique Bonnet nous racontent l'histoire de ce projet. Bonjour, bonjour. Une panne de réveil. Il arrive avec quelques minutes de retard après 12 heures de sommeil. J'ai dormi 12 heures, moi je suis en forme. Ah ouais, je me suis mis à 2h moins le quart dans le lit et à 1h30, le reste me conne, il est 1h30. Une longue nuit avant une séance de travail capitale. Ultime répétition, avant de retrouver à l'Olympia le beau Serge. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vende des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais PD, de fausses vieilles. Après l'enregistrement en studio, Florent Pagny va interpréter sur scène quelques classiques de Jacques Brel. Deuxièmement, qu'à chaque doigt, il y a un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, si c'est quand même que chaque nuit. Accompagné par l'Orchestre des Archers de Paris, dirigé par Yvan Cassar. Ah non, on est un plus rapide. Je fais 54, 51. Reprendre Jacques Brel, principale difficulté,
comment réussir à relire un peu ces chansons qui ont été sublimement chantées et sublimement orchestrées. On a beaucoup eu peur et maintenant j'ai l'impression qu'on a trouvé une belle nouvelle énergie. Je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. Et les bourgeois, c'est comme les cochons, ça devient vieux et ça devient bête. En 1987, il chantait N'importe quoi, titre de son premier succès. 2, 3, 20 ans et des millions d'albums vendus plus tard. Florent Pagny se fait plaisir en reprenant celui qu'il considère comme le maître de la chanson française. Et Florent Pagny est avec nous ce soir. Bonsoir Florent Pagny, merci d'être avec nous. Définitivement, vous aimez prendre des risques après baryton et l'opéra. Vous vous retrouvez face à votre maître en quelque sorte, Jacques Brel? Oui, je pense que c'est le plus important, en tout cas le plus talentueux dans l'écriture, dans la composition et dans l'interprétation. Donc comme moi je me positionne que comme interprète, depuis l'âge de 12 ans je le découvre, ça fait 35 ans que je suis fasciné par ce qu'il a fait et j'ai pas rencontré quelqu'un qui l'a détrôné. C'est ça que vous aimez, prendre des risques dans ce métier aussi? Oui, oui, parce que bon, au bout d'un moment on peut aussi se retrouver à faire tout le temps la même chose, ce qui est pas très agréable je trouve, et proposer tout le temps le même disque. C'est pas non plus une bonne solution. Donc moi, à chaque fois, je me remets en question. Je suis un interprète, je suis une voix, j'en ai même plusieurs, et j'ai une bonne nature à changer de look et à changer de répertoire. Donc je m'amuse avec tout ça. Et Brel, c'est un aboutissement pour moi. Et le danger, c'était quoi? C'était l'imitation, tomber dans l'imitation, c'est ça? Ouais, le problème la gestuelle, le timbre un peu. Ou même d'accentuer comme il le faisait, il surjouait tout. Donc la difficulté, c'était de pas copier, de pas imiter, et puis d'arriver quand même à un certain niveau, ne pas espérer le dépasser, mais au moins d'arriver à un niveau respectable. Mathilde, version rock, c'est sacrilège? Non, non, parce que je pense que lui, il considère qu'on fait quand même, quand on fait de la chansonnette comme ça, c'est quand même un art mineur, et il faut pas se la péter, ça va, on peut s'amuser avec, c'est fait que pour s'amuser. Il y a des chansons auxquelles vous ne vouliez pas toucher, en revanche? On peut difficilement rechanter Ne me quitte pas et partir dans un autre délire que le piano-voix, donc voilà, Ne me quitte pas, humblement, piano-voix. Alors on va vous retrouver ce soir sur la scène de l'Olympia, c'est une scène mythique parce que c'est aussi celle de ses adieux en France, je crois. Oui, en 66, il nous quitte, enfin il quitte la scène, il quitte le spectacle, et je pense qu'il a tellement imprégné l'Olympia que si aujourd'hui l'Olympia est toujours un temple de la chanson française, c'est beaucoup grâce à lui. Alors on va vous voir chanter ce soir et puis également commenter les archives, c'est ça? Oui, on a fait un interview dans l'Olympia vide qui me permet de m'exprimer sur ce projet, sur l'artiste et l'homme. Et puis on passe en effet toute sa vie et toutes les images d'archives qui peuvent accompagner le parcours de Jacques Brel, plus les interprétations que j'ai fait sur scène, comme vous avez vu les répétitions, avec Yvan Cassard à la direction d'orchestre. Et c'est vrai, on a travaillé 1 jour et demi pour préparer ce spectacle, mais c'était une vraie magie. Je pense que le grand Jacques nous file un coup de main sur ce projet depuis le début. Alors, l'Olympia, les adieux, j'ai entendu une rumeur comme quoi vous vouliez arrêter la scène dans les 2 ans. C'est faux? Complètement faux? Ouais, on a tous un petit peu ce fantasme, les artistes. Mais je pense que ça vient tourner la page et dire allez, oui, on arrête. Mais en même temps, je crois qu'au fond de nous, c'est surtout pour nous qu'on nous dise mais non, t'en vas pas, reste avec nous. Je crois qu'on a un petit peu envie Alors vous en êtes où, là? Ça. Plutôt envie de... c'est vrai que là, je me dis, avec ce qui vient de se passer, l'album commence à exister de mieux en mieux. Le petit essai que j'ai fait à l'Olympia, je me dis, bah tiens, je vais peut-être... et en fait, ça, c'était la nouvelle, c'était de se dire qu'en juillet 2008, je pense que je vais interpréter Brel en 2 fois plus long, donc 20 chansons. 20 chansons, parce que là, il y en a 11, donc je vais en retravailler 9 de plus. Et puis, en juillet 2008, je vais m'installer à l'Olympia, comme je l'avais fait en 2003. Donc 5 ans après, je vais reprendre Pagny chante Brel à l'Olympia. Et peut-être, ça sera mes adieux à ce moment-là. Et après de l'exil, aux îles Marquises comme Brel? Oui, ouais, moi je suis plus Patagonie. Vous avez la pression pour ce soir ou pas? Oh non. On est heureux de ce qu'on a fait. C'est-à-dire on a tous très bien travaillé, donc on a vu l'émission et on sait qu'on est heureux. Après, il se passe ce qui se passe, mais l'important c'est de faire quelque chose qui nous plaise et dont on soit fier. On va suivre ça dans un instant. Merci. Voilà. Je voulais juste faire une petite aparté parce que je suis venu, j'ai quitté un mariage pour venir vous voir et donc je voulais dire qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'annonce à la France entière que Jasmine Abdelatif et Philippe Stark se sont unis aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. On leur souhaite donc une longue vie d'amour, de nuit comme de jour. Voilà, félicitations, bravo pour ce petit message personnel. Merci Florent Pagny, votre nouvel album Pagny chante Brel en 11 titres et puis on vous retrouve donc ce soir sur France 2 pour une soirée Brel à ne pas manquer juste après
ce journal. Avant de refermer ce journal justement, retour sur l'une des images du jour, celle de l'émotion de l'homme qui coordonnait pour l'ONU les négociations sur le climat à la conférence de Bali. Un accord dans la douleur et dans les larmes après des heures de négociations et qui fixe une feuille de route associant pays industrialisés et en développement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le froid avec Isabelle Martine et 20h50 donc Florent Pagny raconte Jacques Brel en chanson. Je vous retrouve demain dès 13h. L'invité politique de ce dimanche sera François Hollande. Passez une belle soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.